On va débattre de deux sujets complètement différents. Je propose de démarrer tout de suite avec le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il pourrait être la surprise en 2022 ? Quelques explications en images. Depuis la rentrée, Éric Zemmour est sur toutes les lèvres quand il s'agit d'évoquer la présidentielle 2022. Pourtant, un autre candidat à la magistrature suprême se fait remarquer. Il s'agit du patron du PCF, Fabien Roussel. Pour la première fois depuis 15 ans, le Parti communiste français a décidé de mettre en avant sa tête d'affiche. S'il plafonne pour l'instant à moins de 5% des intentions de vote dans les sondages, Fabien Roussel multiplie les apparitions dans les médias en proposant un programme alléchant pour la gauche, augmenter le SMIC, tripler l'impôt sur la fortune ou encore nationaliser les banques. Étonnamment, il plaît aussi de plus en plus à la droite, car le candidat communiste n'hésite pas à aborder les thèmes de l'insécurité, de l'immigration et se revendique même pro-nucléaire. Fabien Roussel pourrait-il créer la surprise l'année prochaine ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et le premier à qui on va poser la question, c'est forcément Nicolas Pellegrini, puisqu'il participe, en tout cas il est présent au sein de la France Insoumise, et que je présume que Fabien Roussel, candidat qui pourrait créer la surprise, c'est un peu embêtant pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si c'est embêtant pour Jean-Luc Mélenchon, parce que j'ai envie de dire, j'ai pas de gêne vis-à-vis des communistes. Je suis assez satisfait des thèmes qui sont portés au sein de cette campagne, puisque pour une fois, on parle de fond, on parle d'idées. Et je trouve que les propositions de Fabien Roussel sont un support non négligeable à ce qui est déjà défendu par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. On parle de social, on parle d'écologie, on parle de services publics. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont déjà défendus. Mais néanmoins, le fait qu'il y ait plusieurs candidats qui se saisissent de ces thèmes-là permet déjà de changer l'agenda médiatique qui est grandement zémourisé, j'ai envie de dire. C'est un peu moins le cas ces derniers jours. C'est un peu moins le cas ces derniers jours parce qu'on remarque qu'il y a quand même une descente dans les sondages d'Éric Zemmour, mais il n'y a pas pour autant une hausse de Fabien Roussel. Le thème du débat, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il pourrait créer la surprise ? J'ai envie de dire, s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'élection. Donc déjà, le fait déjà qu'il y ait un candidat communiste, c'est déjà une surprise, hein. Ça fait 15 ans qu'il n'était pas présent. Les communistes n'avaient pas présenté le candidat depuis 15 ans. Oui, tout à fait. C'est la première fois probablement qu'ils vont aller jusqu'au bout. C'est quand même embêtant pour Jean-Luc Mélenchon qui est un peu sur les mêmes thèmes et qui est un peu à l'extrême gauche, non ? Je ne pense pas, alors d'extrême gauche on peut en débattre, mais je ne pense pas que ce soit de la concurrence. Au contraire, ce serait de la concurrence, j'ai envie de dire, bienveillante. Parce que on va se compléter dans ce qu'on dit, on va porter du débat de ce niveau-là. Enfin, il y a un empilement de candidats quand même. Bien pour sûr, le premier tour, la gauche, vous commencez à être nombreux. Ça va vous diviser à un moment donné. L'union n'a jamais été une condition à la victoire. En 81, il y avait un candidat communiste, il y avait M. Mitterrand, il y avait plusieurs candidats, et voilà. Bon, après, Laurence, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes chef d'entreprise, Laurence. Est-ce que vous voyez d'un bon œil la question qui va me faire mal. Communiste ? Comment ? Non, candidat communiste, il y a des bonnes idées partout, c'est certain. Après, il faut voir le programme. C'est vrai qu'on l'attend. Voilà. Il nous lance des idées, les idées... Fabien Roussel a présenté des idées quand même. Et il nous présente des idées, mais derrière les idées derrière, il faut que ce soit costaud parce que aujourd'hui il propose 1 500 € d'augmentation sur le SMIC, avec également pour les retraites en net. Qui va le supporter ? Les entreprises ? On peut le faire supporter aux entreprises. Alors, je ne suis pas là pour défendre les propositions de Fabien Roussel, mais je comprends la question que vous posez, mais je peux apporter peut-être un élément de réponse. Financer, par exemple, certaines mesures, ça passe par une meilleure redistribution des richesses. On sait que, notamment pendant la crise sanitaire, et c'est intéressant que ces thèmes soient portés à la fois par Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, de parler de la crise sanitaire et de ses conséquences, du fait qu'il y a eu énormément de profiteurs de crise qui se sont enrichis monstrueusement sur ces crises-là, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient sanitaires. Et il est peut-être temps aussi de partager. Les profiteurs de crise, je ne crois pas qu'ils soient trop nombreux quand même. Est-ce que, par exemple, sa proposition de tripler l'impôt sur la fortune, qu'est-ce que vous en pensez, Laurence ? C'est de la démagogie ? Oui, de la démagogie, oui, parce qu'on va avoir toutes les fortunes qui vont partir, elles partent déjà. C'est pas vrai. Si aujourd'hui, vous avez le candidat du Parti communiste qui dit qu'il faut faire revenir l'argent qui est parti... Comment ça s'appelle La suppression de l'ISF, par exemple, n'a pas empêché les riches de partir. Les riches partaient avant et ils continueront de partir. Ils partent plus vite. Non. C'est faux. Est-ce que ces propositions, par contre, qui sont effectivement plutôt sur des thématiques de la droite, est-ce que ça vous gêne, par exemple, Nicolas Pellegrini ? Absolument pas. Nous avons un programme très complet en matière de sécurité, en matière d'immigration. On propose le recrutement de C'est pas forcément ce qui est mis en avant par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, alors que Fabien Roussel semble détonner parce qu'il les met en avant et il n'a pas peur de les mettre en avant. Si je puis me permettre, la mise en avant des sujets, c'est avant tout les médias, c'est pas les candidats. Ce n'est pas parce que les médias ne se sont pas penchés sur nos propositions que nous n'en parlons pas. Nous parlons de sécurité, nous parlons d'immigration. Simplement, ce que nous contestons, c'est
le fait que les thèmes de campagne tournent uniquement autour de ces questions qui sont thématiques, mais qui ne permettent pas de régler les problèmes dans leur ensemble. On va poser la question à Nicolas Perchoc, puisqu'il représente la droite alésienne chez les Républicains. Quel est votre point de vue, vous, sur Fabien Roussel? Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles, certainement, vous êtes d'accord avec lui. Oui, bien sûr, comme d'autres sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, hein, mais de toute façon, là où je rejoins Nicolas, c'est qu'effectivement, on a enfin la chance dans cette élection présidentielle, après 2 élections où ça s'est passé sur du tous contre un quasiment, hein, tous contre Nicolas Sarkozy en 2012, tous contre François Fillon en 2017. Là, enfin, on a une élection présidentielle, on va avoir un débat de fond où la question, ça va être quelle France on veut. Et là, tous les partis politiques, du coup, tous les candidats ont des idées, font émerger leurs propositions et du coup, on peut débattre là-dessus. La seule chose que je retiens actuellement au niveau de Fabien Roussel, c'est après, comme vous dites, hein, il a beaucoup d'idées, hein, c'est bien, mais après, comment les mettre en place, comment les financer. Quand il propose l'embauche de 500 000 fonctionnaires de plus sur son mandat, alors que quasiment tous les candidats proposent de soit rester au même niveau, soit de baisser le nombre de fonctionnaires, qui les paye et pour quelle mission. Le droit à l'emploi pour les jeunes de moins de 23 ans, c'est bien, mais pour avoir le droit à l'emploi, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi, de quoi embaucher. Oui, mais tous les candidats de droite aujourd'hui, on le voit à la primaire chez les Républicains, tout le monde propose une augmentation du SMIC, ou en tout cas une augmentation des revenus minimums, et tous proposent en fait quand même de donner plus de pouvoir d'achat, non? Bien sûr, il va bien falloir le financer à un moment donné. Bien sûr, et cela, ça passera effectivement par de l'exonération de charges sur les entreprises, et notamment aussi des charges salariales pour l'emploi des jeunes. Hein. On a des propositions chez les Républicains qui... Mais c'est l'État qui va le supporter. C'est un peu ce que disait Laurence tout à l'heure, non, Laurence? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que chef d'entreprise? En tant que chef d'entreprise... vous le voyez de bon oeil, oui, la baisse des charges. Oui, ça oui. Mais en tant que chef d'entreprise, augmenter les salaires, c'est toujours intéressant. On est fiers d'augmenter les salaires de nos salariés. Mais le problème, c'est que derrière, si on augmente les salaires, on va augmenter les prix. Si rien n'est fait. Le code du commerce permet de bloquer les prix de première nécessité, par exemple. En tout cas, pour clôturer sur ce premier débat, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Fabien Roussel peut jouer une petite carte lors de cette présidentielle? À partir du moment, je veux dire, les sondages valent ce qu'ils valent, surtout avec la méthode avec laquelle ils sont passés. Néanmoins, j'ai cru comprendre que dans les enquêtes d'opinion, il pesait autant que le parti animaliste. Alors si Fabien Roussel peut effectivement proposer une surprise à l'élection présidentielle, le parti animaliste tout autant. Et je serais ravi de débattre des propositions avec le parti animaliste. C'est pas du mépris, hein, vous méprenez pas. Passons au deuxième débat. Alors qu'on nous expliquait que le vaccin était efficace, on nous annonce maintenant depuis quelques jours que les services de réanimation compte des doubles vaccinés. Mais qu'est-ce qui se passe? Des explications en images. Alors que le Premier ministre Jean Castex, vacciné, a été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement, la hausse des contaminations, mais surtout des hospitalisations pour formes graves de personnes vaccinées, interpelle. D'autant que le gouvernement n'a pas hésité à insister depuis des mois sur la nécessité vaccinale pour s'éviter des séjours en réanimation. Pour autant, et selon le ministère de la Santé, la réalité de la situation mérite des nuances. Certains services de réanimation constatent depuis plusieurs jours une légère augmentation du taux d'occupation des lits par des personnes vaccinées. Un phénomène marginal parmi les milliers d'hospitalisations recensées. À taille de population comparable, il y a environ 9 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus. Alors, la vaccination au Covid, utile ou pas? On en parle ce soir. Et on va débuter avec Laurence. Laurence, ça vous a étonné que Jean Castex, le Premier ministre, qui est doublement vacciné, soit positif à la Covid? Non, pas du tout, puisqu'on vous dit que même vacciné, vous pouvez être positif. Après, vous n'avez pas de forme grave de la maladie, mais... Il y a des personnes qui en ont des formes graves, puisqu'il y a des personnes en réanimation. Vous m'avez parlé de Jean Castex, effectivement. Donc je vous ai répondu. Après, il y a certaines personnes qui sont plus fragiles que d'autres. C'est comme la grippe, vous avez des personnes qui attrapent la grippe, qui sont vaccinées également. C'est le corps humain qui est différent et chacun réagit différemment. Mais aujourd'hui, quand on voit les statistiques, ce qu'il y a en réanimation, il y a plus de personnes non vaccinées que de personnes doublement vaccinées. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je rejoins assez ce qui vient d'être dit. Il y a eu suffisamment d'erreurs et de mensonges durant cette crise sanitaire pour en rajouter un derrière. Il n'a jamais été dit que le vaccin empêchait de développer des formes graves. En tout cas, il limitait le fait de contracter ce genre de formes graves. Après, je pense qu'il faut aussi se pencher sur les statistiques qu'il y a dans les services de réanimation. Est-ce que c'est tous les vaccins qui sont concernés pour les personnes vaccinées et en service de soins intensifs? Est-ce que c'est tous les vaccins? Est-ce que c'est seulement certains?
se poser la question peut-être aussi de la levée des brevets sur les vaccins, dans la mesure où le développement de variants qui sont peut-être moins sensibles aux anticorps que permet de développer le vaccin, est-ce que ça ne favorise pas aussi des variants? Mais la réalité quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes doublement vaccinées qui rentrent en réanimation. C'est la réalité. Et on le voit encore hier avec 50 000 personnes en France qui sont positifs mais au de toute Covid façon, on aura en de plus en 24 heures. On aura de plus en plus de gens positifs et malades parce qu'on a de plus en plus de cas contacts aujourd'hui. Et on fait quoi? On fait quoi? Il va falloir qu'on vive avec. On vous dit qu'il y a un rappel à faire. Tous les 6 mois, maintenant, faire une nouvelle dose. J'ai pas de boule de cristal. Je pense que personne n'a de boule de cristal. C'est encore un inconnu pour tout le monde. Tous les pays, il n'y a pas uniquement la France, mais apparemment on s'en sort bien aujourd'hui par rapport à d'autres pays. Après, pour le moment. J'ai dit pour le moment. Souvenez-vous, en hiver dernier, c'est peut-être aussi saisonnier, en hiver dernier, il y avait eu un regain de... Alors il y avait moins de vaccinés à l'époque, mais il y a personne qui était vacciné surtout. Il y avait eu un regain épidémique. Après, globalement, dans cette crise sanitaire, la confiance a été totalement rompue. Regardez ce qui se passe en Guadeloupe. Tout a été décidé d'en haut, tout se décide de manière unilatérale, il n'y a même pas de débat au Parlement. Je veux dire, ça ne favorise pas une bonne couverture vaccinale de ce point de vue-là. Alors effectivement, les gens qui se retrouvent en service de réanimation et qui sont vaccinés, ça arrive, mais l'immense majorité des gens qui se retrouvent en service de réanimation, ce sont des gens qui sont non vaccinés. Après, évidemment, ça relève de la responsabilité de chacun. Nicolas Perchoc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, et puis, effectivement, ça fait quasiment 2 ans. Vous? Moi, je suis vacciné, doublement. Même si vous êtes jeune? Même si je suis jeune, oui, et j'ai fait partie des premiers, dès que ma tranche d'âge a été... J'ai pas eu l'occasion encore. Après, effectivement, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on connaît cette crise sanitaire. Ça fait quasiment 2 ans que le gouvernement patauge, il navigue à vue, on le voit. D'un coup, c'était les masques ne sont pas utiles. Ils n'ont pas été aidés par leurs prédécesseurs, ceci dit. Oui, aussi, ça certainement. Mais les masques ne sont pas utiles, finalement, ils sont obligatoires. Ensuite, on a un président de la République dans une interview qui dit qu'il ne rendra jamais la vaccination obligatoire. Finalement, c'est devenu obligatoire avec un pass sanitaire. Maintenant, on nous parle d'une 3e dose, on ne nous explique même pas pourquoi elle est utile, cette 3e dose, juste pour enrayer peut-être une 5e vague potentielle, mais on ne s'occupe pas non plus de vouloir essayer de vacciner les 6 millions de Français qui ne sont pas non plus vaccinés actuellement. Donc tout ça, ça crée effectivement un climat de défiance des Français envers le gouvernement. Le gouvernement doit gouverner, effectivement, doit donner un cap et doit être sûr de ce qu'il dit. Et puis l'image aussi, probablement, on le voit, ça fait un peu polémique depuis qu'on a annoncé que Jean Castex était positif, c'est que même le gouvernement a lâché tous les gestes barrières, ils se retrouvent chacun sans masque en intérieur, ils se serrent tous la main, quand ils vont tous sur le terrain aujourd'hui, serrent la main à tout le monde. Est-ce que ça participe pas non plus à la situation? Il y a eu un relâchement, il y a eu un relâchement général. Aujourd'hui, vous le voyez, on vous dit que quand il y a plusieurs personnes qui sont à côté, même à l'extérieur, il faut mettre le masque. Vous regarderez, personne n'a le masque. Même pour compléter ce que vous dites, Abdel, en plus on est peut-être même en deçà des statistiques, dans la mesure où, par exemple, les tests qui maintenant sont payants, du coup les gens se testent moins, donc potentiellement sont plus vecteurs du virus, et en plus on n'a même pas ces statistiques-là parce que les gens ne se sont pas testés. Donc on est peut-être bien en deçà de la réalité. Gratuit, ces tests? Oui, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la gratuité des tests, ce serait une bonne alternative pour le pass sanitaire. Pour avoir des statistiques en tout cas plus fiables. Voilà. Oui, bien sûr, mais après, le faire gratuit, on peut le faire, mais pas à un prix énorme non plus. Parce qu'il faut savoir que quoi qu'il en coûte, ça commence à nous coûter quand même. Hein. Donc, moi, je veux bien, mais si on ouvre sans arrêt les robinets, ça va être compliqué. Et pendant ce temps, la dette se creuse. Voilà. Après, c'est vrai que pour Noël, ça va être compliqué quand on va vouloir aller voir nos grands-parents, savoir si on est positif, pas positif, s'ils ont la 3e dose, si elle va vraiment les protéger. Donc, on se pose beaucoup de questions. On est dans l'inconnu. Et on en revient effectivement à l'interrogation de ce soir sur cette vaccination, parce qu'on nous a quand même peut-être survendu l'efficacité des vaccins, et aujourd'hui on sent qu'il y a un léger rétropédalage où on est en train de nous dire finalement c'est efficace, mais ça s'estompe au bout de quelques mois, il va falloir repasser devant une aiguille, il va falloir à nouveau se faire piquer le bras. Pour moi c'est ça le vrai mensonge de nos élites, c'est d'avoir omis de préciser quand les vaccins sont arrivés au mois de janvier qu'il allait falloir faire peut-être une 3e dose. En tout cas, il n'y a pas eu assez de précision sur la durée d'efficacité des vaccins. Et probablement une 4e en juin prochain. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter tous les 6 mois de se faire vacciner. On le fait bien avec la grippe.
Oui, c'est chaque année, et c'est pas toute la population de plus de 18 ans, voire de plus de 12 ans. Parce qu'on arrive aujourd'hui à combattre. Mais aujourd'hui, l'humain n'arrive pas à le combattre. Est-ce qu'on arrivera à le combattre? Je ne sais pas. Mais le vaccin peut peut-être nous aider à le combattre. Et à un moment donné, on ne se fera plus vacciner si on a la forme pour ne pas être vacciné. Après, ceux qui souffrent de pathologies, c'est sûr que le vaccin, il leur faut. C'est pour ça qu'ils font d'ailleurs le vaccin contre la grippe. Oui, et puis de toute façon, même s'il faut une saisonnalité, comme il y a actuellement pour le vaccin de la grippe, il faut qu'ils nous le disent. Il faut qu'ils nous le disent clairement, parce que là, aujourd'hui, effectivement, concernant le vaccin, je comprends aussi des Français qui en auraient marre aujourd'hui, parce que beaucoup de monde, moi y compris comme vous, ont donné de leur personne, se sont confinés quand on leur a demandé de se confiner, on porte le masque aujourd'hui dans les lieux publics partout quand c'est demandé, donc je comprends aussi qu'il y ait un relâchement des Français. Mais par contre, il faut, justement, pour que les efforts redoublent pour les Français, il faut avoir un discours clair. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ces deux débats.